C'est l'heure du journal des correspondants. Bienvenue à toutes et à tous dans cette édition. Gabon, Burkina Faso, Bénin et le Cameroun. Voilà les pays dans lesquels nous nous rendrons aujourd'hui. La rupture pendant ce mois de Ramadan semble compliquée avec la flambée des prix des fruits et autres denrées alimentaires dans plusieurs pays africains. À Ouagadougou, la capitale burkinabé par exemple, les prix des céréales et des fruits et légumes connaissent ces temps-ci une augmentation fulgurante, une flambée dont se désole la population. Edem Aebla, notre correspondant local. Nous sommes à Ouagadougou dans le marché de Tolsiyar. Madame Tinto est venue pour faire des achats afin de préparer la rupture de jeûne. Mais depuis plusieurs semaines, les prix des fruits et légumes enregistrent une forte augmentation. J'ai pris juste 1 kilo de bananes, mais franchement, c'est revenu très cher parce que le kilo est revenu maintenant à 300. Alors qu'avant, c'était à 250, 200. On pouvait même prendre 3 bananes à 100 francs, mais de nos jours, là, c'est revenu le contraire. Sur le marché, on a 1 à 100 francs tantôt ou bien 75. Comme on est dans le mois de jeûne aussi, bon, je me dis que peut-être c'est à cause de ça. La hausse des prix des produits n'est plus un secret pour personne au Burkina Faso. Cette flambée pénalise les petites et moyennes bourses, surtout à cette période du mois du Ramadan, durant lequel la consommation augmente habituellement. On vend les pastèques, mais à vrai dire là, comme aller là c'est autant de carême là, les prix là ne sont pas comme avant. Le dédouanement c'est devenu un peu serré. Ce qu'on vendait en 500 là c'est devenu 1000 francs. Maintenant tout est cher et les clients se plaignent quand ils viennent au marché pour acheter. Mais ce n'est pas aussi de notre faute. Sur le marché, tantôt tu peux venir trouver, ils vont te dire peut-être la banane fait 300, mais tu pars chez d'autres, la banane fait 350. Elles peuvent même te proposer 400. Bon, tout le monde n'a pas les mêmes manières de donner leur prix sur le marché. Donc, c'est un peu compliqué. On ne peut pas savoir réellement qui augmente quoi, qui ne fait pas quoi, qui respecte les prix, qui ne respecte pas. C'est dommage. Le Ramadan a beau être le mois du jeûne, c'est aussi la période de l'année durant laquelle la consommation explose dans les pays musulmans. En l'absence de mainmise de l'État sur les prix au niveau des marchés des fruits et légumes, seul le citoyen qui voit son niveau de vie s'effondrer de jour en jour paye la facture de ces pratiques impunies. Il urge aux autorités compétentes de réguler et contrôler les marchés et freiner ainsi cette flambée afin de soulager les citoyens confrontés à la cherté des produits alimentaires. Le gouvernement béninois interdit la vente à la sauvette et la mendicité dans les feux tricolores et sur les voies publiques. Cette décision est-elle respectée? Notre correspondant à Cotonou a sillonné quelques artères de la ville pour faire le constat. Suivez son reportage. Plus de vendeurs ambulants ni mendiants dans les feux tricolores et sur certains trottoirs de la ville de Cotonou. C'est une décision prise en Conseil des ministres en mars dernier. Cette interdiction vise à rendre fluide la circulation et à mettre en sécurité les vendeurs ambulants qui exposent leur intégrité physique sur les voies publiques. Quelques jours après l'entrée en vigueur de cette décision, nous avons sillonné quelques artères de la ville de Cotonou. Un constat se dégage. Les vendeurs ambulants et mendiants se font rares dans les feux tricolores. Ce sont des gens qui n'ont pas le minimum avec quoi survivre. Si le gouvernement est en train de prendre cette mesure-là pour éviter ça, c'est parce que ça salit le pays. Il faut qu'on les aide un peu. On peut mettre une somme pour eux et puis ils vont gérer cette somme-là. Et avec ça, ils vont essayer de libérer les places publiques parce que sans rien, je crois qu'ils vont revenir. Cependant, cette décision a un impact sur l'activité économique qu'exercent certains citoyens sur ces voies publiques. Si le gouvernement veut casser quelque part, il faut inviter les gens et savoir leur doléance. Maintenant, en dehors de ça, est-ce que ceux-là
on allait passer l'argent à un microfinance à quelque part ou non. Donc on peut les laisser de payer le microfinance d'abord et venir les casser maintenant. Donc ils se sont déjà informés. Mais rien, on ne respecte rien maintenant. Ces vendeurs à la sauvette ont jusqu'au 18 avril pour libérer ces espaces publics. Un délai que certains d'entre eux souhaitent qu'il soit prolongé. Je demande au gouvernement de voir avec nous, de nous laisser un peu le temps, de nous chercher ailleurs. C'est un peu difficile pour nous de quitter ici. Le gouvernement n'a qu'à voir avec nous. On demande toujours pardon. À noter que la police municipale a effectué une descente dans la ville de Cotonou pour sensibiliser les personnes concernées au niveau des carrefours stratégiques en attendant la répression. Prévenir les citoyens qui s'adonnent à ces pratiques avant d'agir. La Fédération gabonaise de la protection de l'environnement mène des opérations de nettoyage sur les plages de Libreville. Objectif, préserver la santé des hommes et des animaux. Mais au-delà, cette activité menée par des volontaires offre des opportunités de travail aux jeunes qui s'orientent dans le recyclage des déchets plastiques. Muriel Ndoyengene et Joël Tato pour plus de détails. Protection, préservation de l'environnement ainsi que des espèces marines, le Gabon en fait son cheval de bataille. La Fédération gabonaise de l'environnement veille au grain. La salubrité des plages de la capitale gabonaise est une nécessité de vie à la fois pour les humains que pour les animaux marins. Et l'opération de la plage de Tahiti est un exemple. La plage à Tahiti est une plage très importante puisqu'elle est le lieu de ponte de tortues olivâtres mais de tortues vertes aussi. Or, il faut se rappeler où est la plage Tahiti par rapport à Libreville. Elle est en plein centre-ville. Elle est à 2 minutes de l'aéroport. Or, c'est très rare d'avoir une plage de ponte de tortues en plein centre-ville d'une capitale politique. Donc, c'est un des rares exemples au monde où nous pouvons avoir ce type de site. Pour information, l'an dernier, nous avons pu repérer à peu près 300 nids de tortues. Sachant qu'un nid de tortue il y a à peu près une centaine d'œufs, un simple calcul vous permet de calculer qu'il y a eu à peu près au minimum 30 000 bébés tortues qui pendant toute la saison se sont déplacés sur la plage. Classé parmi les meilleurs élèves en matière de protection de l'environnement du continent, le Gabon conforte chaque jour cette position à travers des actions ponctuelles mais aussi pérennes. Et la lutte contre la pollution, notamment le plastique, s'impose au grand bonheur de tous. Il y a un risque énorme de santé puisque de plus en plus d'études scientifiques font le lien entre plastique et cancer. Donc plus nous mangeons de plastique, plus nous risquons d'avoir de cancer. De plus, une nouvelle étude a montré que maintenant le plastique n'était pas simplement dans les cellules mais passait aussi dans le sang humain. Et donc que la 3/4 des habitants avaient du plastique dans son sang. La salubrité des plages de Libreville, une action salutaire qui s'ouvre de plus en plus à d'autres, notamment le recyclage des déchets plastiques, tel que mené par certaines associations gabonaises qui œuvrent dans la protection de l'environnement. Les monuments et édifices anciens, preuves existantes de l'histoire des pays africains, sont de plus en plus oubliés et abandonnés sans entretien. C'est le cas de plusieurs monuments à Yaoundé, la capitale camerounaise. Les monuments et édifices historiques de Yaoundé réclament une seconde vie. C'est un reportage de Mathieu Wamba et Pierre Parfait Ndongo. Je vais à Yaoundé, Yaoundé la capitale. Première capitale du Cameroun oriental sous la colonisation allemande, Yaoundé se distingue par ses monuments, témoins d'une histoire riche, empreinte de fierté. La ville de Yaoundé est devenue un grand village qui a perdu beaucoup de repères. Et effectivement, il y a certains monuments qui ont disparu. Il y a eu des monuments qui ont été érigés au temps de nos grands-parents, nos ancêtres, qui faisaient l'objet d'admiration quand nous étions encore très jeunes, mais ils ont disparu. L'un de ces symboles est le monument de la réunification. Ce bâtiment en forme de rotonde est fréquenté toute l'année. Avec lui,
le musée national logé dans l'ancienne présidence de la République du pays. Un monument, c'est toute une histoire, tout un fait historique, il faut le restaurer. Mais ce que je voulais dire, c'est que pour pouvoir le faire, il faut d'abord que les sages de la communauté Ehundo s'assoient pour repenser tout cela. Mais autour de ces édifices, d'autres monuments célébrant la mémoire historique du Cameroun et de la ville sont complètement abandonnés et subissent l'usure du temps et du climat. Ici a été oublié le buste du premier maire de la capitale, André Fouda, squatté par des mendiants au quotidien. Si ce maire bâtisseur est oublié, il reçoit néanmoins les offrandes de la part d'anonymes. En témoigne cette cabosse de cacao. Plus haut, au quartier administratif dans l'indifférence générale, le docteur Eugène Jameau, qui a lutté contre la maladie du sommeil au Cameroun, son monument a également subi les affres du climat. Aussi bien le bâtiment de l'ancien ministère de la Santé qui l'accueille. Dans le passé, il y a eu des gens qui ont lutté d'abord pour que cette ville-là soit ce qu'elle est aujourd'hui. Donc on ne peut pas oublier ces gens-là pour parler tout simplement des gens d'après l'indépendance. Les enfants de Yaoundé, eux, même si la ville n'abrite pas de nombreux monuments, ils trouvent insuffisante la part faite aux autochtones de la ville. Il faut que le peuple se réunisse pour repenser le passé, pour revaloriser les traditions, les coutumes et revaloriser les objets d'art, les monuments. Il faut ces assises-là. La ville aux 7 collines, en termes de protection de son patrimoine, a encore fort à faire. Construction, entretien et restauration d'édifices touristiques en l'occurrence. La poste centrale de Yaoundé, bâtie en 1939 pendant l'ère coloniale, connaît l'échec de la restauration, comme beaucoup d'autres monuments coloniaux. Par contre, la trésorerie a quand même la peinture, le bâtiment donne quand même la lutte de quelque chose qui est au centre-ville, contrairement à la poste. Ça devrait rester déjà dans le cadre des constructions monumentales. Les matériaux de départ ont été enfouis dans le stuc et le grès cérame qui recouvrent désormais ces façades. Et pourtant, en face, le Trésor national construit la même année affiche une authenticité qui séduit encore. Avec la modernisation, on ne peut pas garder les anciens monuments, il faut les rénover. Il faut quand même que ça soit propre, qu'on remette la peinture, mais sans détruire, n'est-ce pas, la façon qu'elle a été construite au temps des Allemands. La tâche reste donc immense pour les responsables de Yaoundé dans la politique d'harmonisation de la ville aux 7 collines. Chers téléspectateurs, c'est la fin de ce journal des correspondants que je suis heureux de vous avoir présenté. Prenez soin de vous en compagnie de Télé Sud. Au revoir.